Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission hebdomadaire L'Afrique et le monde. Nous allons nous appesantir encore aujourd'hui sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale sur notre continent et ailleurs. Le thème du jour, c'est la défiance, bon, on va pas dire naissante, contre les missions de l'ONU en Afrique. Aux heures récents survenus en RDC, à Goma, dans le Kivu contre la MONUSCO, nous allons nous poser la question de savoir est-ce que c'est une remise en cause fondamentale de ces missions qui, on va dire, en griffe pilule sur le continent. On en a en République centrafricaine, on en a au Mali, au sud du Soudan, voilà, en Somalie, ainsi de suite. Et le continent africain a une longue histoire rattachée à ces missions de la paix. Voilà, nous allons faire le tour de cette question et si nous avons un peu plus de temps, nous allons voilà, revenir sur cette tension autour de Taïwan entre les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine avec Joël Ataï Gadagui, expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, absolument. Voilà, Morgana Soba Metondi, consultant analyse géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Hamzat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Bonsoir. Avant d'évoluer dans notre débat, nous allons peut-être citer rapidement cet élément de témoin qui campe un peu le décor, les manifestations à Goma contre la présence de la MONUSCO. Ce lundi à Goma, des centaines de personnes ont appelé au départ de la MONUSCO. La mission des Nations Unies est présente depuis 22 ans en République démocratique du Congo. Cependant, les groupes rebelles prolifèrent dans l'est du pays, exacerbant la patience de la population meurtrie par près de 30 décennies d'instabilité. Cet appel à manifester contre l'inefficacité de la force onusienne, qui compte au moins 14 000 casques bleus, a été fortement suivi par la population. Les grandes artères de Goma ont été barricadées. Le siège local de la mission onusienne ainsi que sa base logistique située hors du centre de la ville ont été pris d'assaut. Des agents de la MONUSCO présents sur le site ont été évacués à bord de 2 hélicoptères. La police onusienne a usé de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention des militaires des forces armées de la RDC. Plusieurs manifestants ont été interpellés. Le gouvernement congolais a condamné toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Il promet de poursuivre et de sanctionner les responsables. Le 15 juillet dernier à Goma, le président du Sénat a demandé à la MONUSCO de plier bagages pour n'avoir pas pu imposer la paix dans la partie orientale. Voilà, un élément. En 50 ans, le porte-parole de la MONUSCO, le gouvernement de la République démocratique du Congo a demandé l'expulsion du porte-parole de la MONUSCO qui pointait du doigt simplement de façon factuelle le fait que les rebelles du M23 soient autrement plus armés que les forces armées congolaises. Alors, déjà par rapport à ce spectacle pas très réjouissant, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous percevez ce climat de plus en plus hostile? Non, ce n'est pas forcément nouveau. Il y a eu déjà des remises en cause des forces des Nations Unies à l'occasion des interventions au Libéria, en Sierra Leone. On a appris quand même qu'il y a eu des violations des droits de l'homme par des forces qui étaient censées incarner ces droits de l'homme, justement, assurer la protection des civils. Et ce fut le contraire, et ce ne fut pas si isolé que ça. Donc il y a eu d'abord cette forme d'exaction sur les civils qui est devenue courante à l'occasion des missions de paix ou des opérations d'intervention militaire. Et puis finalement, les politiques s'en sont mêlés. Et pour tolérer de moins en moins le regard des Nations Unies, le regard de telles forces, et pour des raisons diverses, parfois d'exaspération, effectivement, parce que en partie la population demande des comptes et n'en peut plus, et a cru longtemps que le salut viendrait de ces interventions massives, et ne voyant rien. On a parlé de 22 ans pour la RDC, c'est quand même pas petit. Et donc des comptes ont certainement dû être demandés aux politiques, ou par démagogie, ou bien par souci de répondre aux préoccupations de leur mandant, se sont invités dans le débat public pour demander à leur tour des comptes aux Nations Unies, qui ne sont pas exempts de reproches en termes d'efficacité, en termes d'atteinte des objectifs initiaux.
Et au fond, il faudrait probablement interroger peut-être les procédures, même les moyens donnés à ces forces. Peut-être qu'on leur demande beaucoup trop. On attend d'elles qu'elles soient généralement des forces d'intervention capables d'ouvrir le feu. On ne va pas revenir sur les procédures du Conseil de sécurité. Oui, justement, est-ce que... Elles ne sont réduites qu'à la portion Je reste sur ça. Oui. Est-ce que ce n'est pas le vrai problème? Est-ce que ce n'est pas un faux procès qu'on fait à la MINUSCO? Parce qu'on sait que la MINUSCO, en tout cas les missions de l'ONU, sont prisonnières de leur mandat. Là, c'est un mandat d'interposition, pas un mandat d'intervention. Pas du tout d'intervention, incapacité absolue d'ouvrir le feu, sauf pour se défendre. Le chapitre 6, le chapitre 7, voilà. C'est définitivement la doctrine, enfin la ligne est très claire malheureusement, mais mal connue du grand public. Et donc il y a fatalement un gros malentendu quand ça dure trop longtemps et quand en plus de ça, dans un océan de misère, de ruines, il y a comme de l'opulence affichée par ces forces-là qui manquent d'exemplarité, qui manquent d'un peu de décence, disons-le. Donc les populations n'en peuvent plus de ces spectacles-là de 4x4 rutilantes, et j'en passe, enfin d'un train de vie relativement outrancier. Voilà, parce que le même problème se produit au Mali, pas avec la même ampleur. Est-ce que ce n'est pas une façon pour les gouvernants de ces pays de se défausser sur l'ONU? Parce que ces mandats-là, tout le monde connaît la nature de ces mandats. Et d'ailleurs, si on prend le cas malien, la CEDEAO a tout fait pour faire passer du chapitre 7 au chapitre 8 pour permettre aux forces de l'ONU de pouvoir engager des combats offensifs. Mais bon, géopolitique aidant, ça n'a pas marché. Maintenant que les populations s'en prennent à ces forces de l'ONU, est-ce que c'est pas un faux procès qu'on leur fait, étant donné que les gouvernants savent très exactement le cahier de charge dont sont porteurs ces missions de l'ONU? Oui, c'est une dynamique telle que présentée qui peut se comprendre lorsqu'on s'arrête uniquement au niveau du mandat dans sa forme institutionnelle, lorsqu'on regarde ce qui permet à ces forces-là de se retrouver sur les territoires concernés. Mais lorsque vous essayez d'apprécier les résolutions qui ont donné naissance à ces forces-là, quand vous prenez le cas de la MONUSCO et vous regardez la résolution, la dernière, je pense que c'est la résolution 2612, des Nations Unies, du Conseil de sécurité, cette résolution fait cas de deux aspects majeurs. Le premier, la protection des civils. Et le deuxième, c'est bel et bien le renforcement des institutions en place. Et lorsque vous essayez de regarder de plus près la question de la protection des civils, vous vous rendez compte que normalement la force a la capacité d'anticiper et de protéger par tous les moyens possibles les civils dans des zones spécifiques. On cite le Nord Kivu, on cite, il y a 2 ou 3 zones qui sont bel et bien citées. Et lorsque vous faites alors une évaluation de cela, vous vous rendez compte que sur l'aspect protection civile, il y a vraiment de la matière à ne pas être content. Oui, justement, à ce niveau précis, il y a un flou, parce que tel qu'on le présente ainsi, rapporté au champ militaire, les militaires, eux, ils raisonnent par règle d'engagement. C'est-à-dire que, voilà, par telle situation, voilà ce qu'on fait. Alors, est-ce que ce n'est pas l'ONU elle-même qui entretient certains flous? Quand on dit protection des civils, est-ce que ça induit, voilà, un règle d'engagement, des frappes préventives? Parce qu'au Congo, il y a quelques années, on a eu droit à ça. La MONUSCO, avec des avions de combat, ont pu repousser des rebelles au-delà de la frontière. Après, l'ONU a repris la laisse pour ramener... Ne serait-ce qu'en raison de la position des pays contributeurs, qui n'entendent pas parfois aller au-delà de ce qu'on observe. Et donc l'ONU se retrouverait très rapidement dépourvue, même en moyen. Voilà, en contingent disponible pour faire le minimum. C'est justement cela le problème. Le problème, c'est la mission et la capacité à pouvoir mener à bien cette mission. Ce qu'on a observé, c'est ce qui devrait être.
cette capacité des forces à anticiper la menace pour les civils et à prendre des mesures nécessaires pour protéger ces civils. Mais dans la pratique, ça devient un peu plus compliqué parce que l'ONU ne dispose pas d'une armée à la disposition de l'ONU, mais l'ONU dispose des contingents qui sont apportés par les États membres de cette organisation. Donc sur le plan de la protection civile, c'est clair. Et c'est pour cela que les civils ne sont pas contents. Mais sur le plan du renforcement des institutions, je pense qu'il faut quand même faire un diagnostic propre. Et peut-être avec ce diagnostic, on pourrait se rendre compte que l'ONU, dans cette perspective de, disons la MONUSCO ou ses missions, dans cette perspective de renforcement institutionnel, ont joué un rôle qui peut être apprécié différemment, mais quand même ont été plus aptes à assumer ces responsabilités-là plutôt que la responsabilité qui semble être première, la protection des civils. Oui. Beaucoup d'experts, sur le cas du Congo précisément, ont pointé du doigt une difficulté supplémentaire pour ces forces onusiennes. C'est quand on parle de protection de civils et de prise d'initiative offensive, c'est qu'on est dans un contexte ethnique qui rend compliqué la tâche parce que le M23 tel qu'on le décrit n'est pas forcément formellement identifié. Quand vous prenez le Kivu, Goma et tout ça, il y a une myriade d'ethnies. Il y a des ethnies qui sont identifiées congolais, RDC, qui collaborent avec des groupes armés. Il y a d'autres. En fait, beaucoup d'experts pointent du doigt le fait que l'ONU, quand bien même elle voudrait sortir de ce mandat qui lui est attribué, se retrouverait prise au piège du jeu ethnique entre toutes ces communautés-là et donc ne s'en sortirait pas. Oui, je vois là la question selon laquelle, d'ailleurs, c'est d'ailleurs d'actualité, est-ce que l'ONU n'est pas inadaptée aux réalités africaines? Charte de San Francisco 1945, où on était dans la sortie de la guerre et le monde était plus ou moins divisé en deux et penchait parfois du côté soviétique ou parfois du côté... Et c'est dans cette dynamique que furent rédigés tous ces textes aujourd'hui qui sont appliqués aux nations africaines en conflit. Donc les États africains étaient déjà en conflit bien avant l'instauration de l'ONU et des missions ensuite de maintien de la paix et de la sécurité. Pour revenir au Congo spécifiquement, il y a eu l'ONUC en 60, ensuite l'ONUC a laissé place au MONUC et aujourd'hui on a droit au exactement. Et là aujourd'hui le constat c'est que depuis 60 jusqu'en 2022, les missions attribuées à toutes ces missions d'intervention, enfin pas d'intervention, mais plutôt de maintien de paix et de sécurité, que ce soit au Congo, et je vais aller plus loin, au Mali, au Sud-Soudan et même ailleurs, ça a été un échec. Et j'attribue même parfois les missions de l'ONU comme un peu un relent de mort au rat. C'est-à-dire, c'est tellement nauséabond que quand on les applique face à certaines conditions, face à certaines situations, face à certaines réalités aussi géographiques et géopolitiques, eh bien, on ne ressort que frustré et généralement, le résultat est mitigé. N'oublions pas que nous autres, beaucoup de nos soldats, effectivement, justement, et mon confrère l'a rappelé, ont perdu la vie. Les forces de l'ONU sont divisées, pas divisées, mais séquencées en deux parties. Il y a l'aspect militaire et l'aspect aussi administratif. Quand Ataï Guédégbé parlait des 4x4 fringants, c'est bien ce côté administratif qui est souvent mis en valeur. Mais il faut aussi rappeler que l'échec n'est pas aussi imputable uniquement aux forces, je vais dire, non, aux forces créatrices de l'ONU, c'est-à-dire les puissances qui ont plus ou moins la télécommande de la chose, mais c'est aussi imputable au gouvernement. Quand je prends l'exemple du Congo, le Congo aussi, en tout cas le gouvernement congolais, les différents gouvernements congolais ont leur part par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Parce que si aujourd'hui le M23 a pris plus d'ampleur qu'il y a 10, 15, 20 ans, c'est pas parce que le gouvernement est justement, complètement neutre. Vous mettez le doigt sur un aspect important parce que les différents gouvernements, le gouvernement de Kabila et peut-être le gouvernement de Tshisekedi, se sont plaints à chaque fois qu'ils n'avaient pas la latitude de se procurer un certain type d'armes puisque les résolutions l'interdisaient formellement. Et d'ailleurs, ce qui motive l'expulsion du porte-parole
de la MONUSCO, c'est qu'il dit nommément que voilà, le M23 est plus armé que les forces armées congolaises. D'où je rappelle l'inadaptation. Oui, le véritable problème, c'est ceux qui font les résolutions, c'est ceux qui décident. Exactement, et c'est ce que je dis en fait, c'est que la charte de San Francisco de 1945 justement n'a pas su anticiper ou n'a pas su prendre en compte les réalités du terrain des États africains qui déjà vivaient des conflits bien avant la fin de la guerre. Donc c'est une continuité. Mais cette continuité a été mal réglée. La décolonisation a d'ailleurs empiré les choses puisque à l'heure où nous parlons, déjà juste après, 8 jours après la décolonisation au Congo, il y a eu des sécessions. La sécession du Katanga, du Kivu, juste 8 jours après, et le reste qui en a suivi. Donc, c'est toute la problématique qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas aller à une réforme interne de ces institutions multilatérales qui, en réalité, sont là pour régler des problèmes, mais qui, techniquement, n'ont pas les armes ni les outils pour le faire? Voilà, la question subséquente, est-ce que ce n'est pas le reflet de la défaillance de ces gouvernements-là, de nos organisations. Parce qu'au Mali, évidemment, au Mali, pour prendre le cas du Mali, on n'est pas dans le même cas d'espèce que le Congo, mais on n'en est pas loin. Récemment, le gouvernement malien, le gouvernement de Goïta a demandé à l'ONU de reparamétrer un peu, donc on n'est pas dans les mêmes dispositions. Mais quand on regarde un peu... A failli, s'il pouvait s'écouter, voilà, refuser la reconduction de l'accord. C'est dire qu'il y a beaucoup à redire. Et mieux, la crise des mercenaires des 49 militaires souligne quand même à suffisance certains dysfonctionnements inhérents à ces missions en elles-mêmes. Et je crois que ça a été en partie reconnu par les Nations Unies. Donc le moment est peut-être venu de remettre les choses à plat. On a beaucoup vanté les mérites de M. Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies. Pendant longtemps, il fut chargé des opérations et ses contenteurs n'ont pas manqué de dire qu'il a aussi un passif dans la conduite des missions de paix au Kosovo ou dans les Balkans. Donc c'est dire que combien les Nations Unies ont beaucoup balbutié. Oui, autrement, dans le Kosovo, oui, il y avait une force combattante, dominante, qui pouvait régler les problèmes, quoi qu'on en puisse en penser. Oui, c'est juste dire que les torts sont partagés et que probablement le moment de réformer en profondeur les modes d'intervention des Nations Unies, en tout cas sous la bannière des Nations Unies, enfin ce moment est peut-être en train d'arriver parce qu'on touche là à la fin d'un symbole. Et Hamzat parlait il distinguait les militaires des administratifs. Moi, je distinguerais même parmi les militaires entre les professionnels, les militaires réellement professionnels et les affairistes. Et les affairistes, les pays qui ont commencé à entretenir des contingents opportunistes juste pour capter la rente des Nations Unies. Donc c'est devenu, et cela se fait également au vu au su des gouvernements locaux, des populations qui n'en peuvent plus. Et l'un dans l'autre, et c'est clair que même les organisations africaines sont très loin de jouer leur rôle, d'avoir produit une réflexion, d'avoir fait des propositions pertinentes et alternatives à ce qu'on... Bon, donc on est la roue de secours, on est à la remorque plutôt, oui. Et le financement venant toujours des puissances, les troupes étant assurées par quelques pays, oui, victime de notre pauvreté, parce qu'au final, quand on regarde de près, c'est la question du financement, parce que toutes ces troupes sont entretenues par les grands pays, les grands pays pourvoyeurs, qui peuvent décider de la couleur, de la teneur de ces missions de mandat de la paix. Alors, déjà, c'est clair qu'il y a des fonctions régaliennes pour chaque État. De là, attribuer la situation du Congo à l'ONU ou à la MONUSCO, ce serait fuir ses responsabilités. Et donc les États ont leur part de responsabilité
concrètement dans ce qui se passe. Et quand vous revenez à la question des missions de maintien de la paix, il ne faut pas balayer d'un revers de main ce que ces missions-là ont pu quand même apporter à ces pays. Parce que qu'on le veuille ou non, à un moment donné, ce sont des initiatives, ce sont des institutions, et il est temps, comme mon confrère l'a fait ressortir, de s'asseoir et de faire un diagnostic pour apprécier à sa juste valeur l'apport de ces missions dans le développement de ces États. Les missions de maintien de la paix sont devenues multidimensionnelles, ce qui explique le caractère d'intérêt par rapport au renforcement des institutions, au fonctionnement de ces institutions, à l'accompagnement nécessaire. Mais pour ce qui est du maintien de la sécurité dans l'État qui semble être emprunt au conflit, c'est compliqué. C'est une fonction régalienne qu'une institution ou une organisation internationale ne devrait même pas s'engager dans la dynamique. Et on dit que si cela devrait se faire, parce que quand vous regardez les résolutions, on dit que cela doit se faire en collaboration avec les forces locales. Et donc sans cette collaboration, la MONUSCO ou même la MINUSMA ne pourrait réellement remplir cette part de responsabilité. Et je vais surenchérir en disant les missions de l'ONU à la base ont été créées dans cette période justement pour régler les conflits et les guerres inter-étatiques. Là, nous sommes confrontés à des conflits intra-étatiques. Et c'est là où est le nœud du problème. Intra-étatique, oui. Ça rejoint... Ce que dit vous dira le contraire. Non, et il y a une mission de l'ONU qui vient. Il y a une mission de l'ONU qui vient de le confirmer. Voilà, le M23, c'est le Rwanda. Non, je n'en disconviens pas, mais c'est le Rwanda. Mais ça se passe. Oui, sur le territoire. C'est sur le territoire congolais. Et ça entretient des conflits ethniques et beaucoup d'autres choses autour. Il n'y a pas que le M23 impliqué dans ce qui se passe à l'Est. Non, il y a beaucoup de paramètres. Il y a le paramètre minéral. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui comptent. Et c'est là où la valeur de l'intra-étatique ressort. Donc, il faudrait vraiment outiller absolument ces forces multilatérales, ces institutions multilatérales pour justement juguler ou régler le problème intra-étatique. Parce que donnez-moi un seul exemple d'une mission en Afrique qui est réussie. Il n'y en a pas un seul. Je défie quiconque qui peut. Il n'y en a pas une seule mission. Quand même, en Afrique. Qui ont apporté, tout dépend de ce que vous appelez réussite. Non, la réussite, c'est par rapport à l'objectif. L'objectif, c'est quoi? Maintenir l'ordre, maintenir la sécurité et la paix. Il n'y a pas une seule mission depuis l'accès des États en 60 qui est réussie. Que l'outil n'est définitivement pas adapté aux besoins. Et même au plan institutionnel, les réponses ne sont pas idoines. C'est beaucoup de camisoles de force, c'est beaucoup de prêt-à-porter. Et malheureusement, je continue de le répéter, on n'est pas en situation de faire des contre-propositions pertinentes. Il faut bien partir. Il y a des problèmes de moyens évidents. Et de conception. Et excusez-moi, M. Assoba et Morgan rappelaient quand même le bilan de la communauté internationale, ce qu'on a pu faire quand même au nom des valeurs des Nations Unies ne devrait pas être balayé du revers de la main. Il y a eu beaucoup qui a été tenté, même à la limite ces pays-là qui ont connu des conflits ont pu bénéficier de plus de propositions de réflexion et de futuristes que les États en paix. Reste à savoir comment les populations vont désormais considérer ce qu'elles appellent, avec beaucoup de mépris, la communauté internationale. Et c'est redoutable que les peuples en viennent à douter de ces valeurs-là. Et il faut rappeler aussi que la communauté internationale toujours, et ça rejoint un proverbe bambara qui dit on ne peut pas raser le crâne à quelqu'un en son absence. C'est l'erreur de la communauté internationale. Toujours raser le crâne aux Africains, aux États africains. J'attendais que vous le déclamiez en bambara, mais non, vous ne l'aviez pas paraphrasé. On va y arriver. Vous allez y arriver, d'accord. Ça paraît intéressant. Rapidement, pour finir avec le second sujet, Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine qui enclenche des manœuvres militaires, en tout cas les plus importantes de son histoire. Il y a des missiles même qui sont tombés en mer du Japon. Voilà, qu'est-ce que ça vous évoque très rapidement, ces nouvelles tensions autour de Taïwan? Il faut dire simplement que nous allons observer jusqu'où ces
décideurs majeurs de ce que doit être le fonctionnement du monde iront, parce que c'est difficile d'apprécier la pertinence de cette visite de Mme Pelosi lorsqu'on retient que même Washington lui a fait une recommandation que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas opportun. Compte tenu du contexte dans lequel on est. Alors, on va simplement assister, si la Chine tient sa parole, à ce qu'on sait déjà, ce qui s'est passé du côté de la Russie et de l'Ukraine. On pourrait assister à cela si la Chine tient sa parole. Maintenant, si les États-Unis négocient cette fois-ci, s'ils tiennent ou s'ils tirent le son de ce qui s'est passé en Ukraine, ils vont anticiper et éviter qu'on se retrouve face à une situation pareille. Vous voyez les chars chinois dans les rues de Taïwan? C'est la chronique d'une annexion annoncée, disant que programmée, Hong Kong, Macao, Taïwan sont potentiellement dans la gibecière de la Chine territoriale, enfin de la grande Chine. Et les puissances le savent très bien. Et chacun sait, enfin il y a de la gesticulation. Madame Pelosi joue sa partition, son show. M. Biden a d'autres responsabilités et certainement se chargera d'envoyer les messages qu'il faut à Hu Jintao et compagnie pour dire que le conflit direct n'est pas à l'ordre du jour. Le monde s'en passerait en cas. Voilà. Je crois la guerre économique suffit. Pas de conflit direct parce que pour compléter ma question, beaucoup voyaient en ce qui se passe en Ukraine, un exercice de grande nature de ce que pourrait être l'annexion de Taïwan par la Chine. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe. Historiquement, Taïwan déjà n'a pas un parallèle comparatif à l'Ukraine est-soviétique. Et il faut rappeler aussi que Taïwan se réclame comme étant République de Chine. C'est tellement complexe cette question de l'annexion ou de l'indépendance de Taïwan. D'ailleurs, les Taïwanais ne veulent pas de l'indépendance au sens propre. Ils veulent un jour conquérir le continent, puisque les communistes les avaient dégagés dans les années 29-30. Donc, moi, je pense pour ma part que c'est compliqué. Et Nancy Pelosi joue sa partition, ou plutôt sa dernière carte dans cette histoire politique entre les démocrates et les républicains. Si Washington vous a déconseillé d'aller sur un territoire qui est quand même à haut risque et qui est un territoire conflictuel, en principe, vous devrez vous y tenir. Mais jouant sa tête brûlée, elle y est allée quand même. Dans quel esprit? Premièrement, politique. Troisième personnalité de l'État. Oui, troisième personnalité de l'État, mais politique surtout, parce que les élections de mi-mandat ne sont plus très loin. Et on sait que la question Chine, Taïwan, États-Unis, c'est une question qui divise beaucoup l'opinion américaine. Et si possible aussi, ça peut rattacher aussi des voix du côté républicain. Donc, gagner, engranger des voix de toutes parts. C'était peut-être son objectif, mais je pense que c'est quand même raté parce que la question de l'indépendance de Taïwan ou de soutenir ouvertement Taïwan sous cet aspect, eh bien, c'est compliqué puisque la Chine aujourd'hui fait partie d'une des plus grandes puissances au monde et a quand même de la voix. Quant au débarquement de la Chine à Taïwan, c'est aussi un autre sujet. Je pense que ça ne peut pas se faire. Premièrement, parce que Taïwan, c'est ce qu'on disait pour la Russie aussi. Non, premièrement, parce que Taïwan, c'est une île. Vous savez, il ne peut pas avoir de débarquement terrestre. C'est impossible. Et pour qu'il y ait débarquement, il y a deux options. Débarquement par voie aérienne ou débarquement par voie... amphibie. Mais la mer de Chine, la mer de Japon, il y a en jeu la Corée du Sud, il y a en jeu le Japon, justement, et il y a en jeu aussi la flotte américaine qui est à Okinawa, qui n'est pas loin. Donc, sur la mer, si vraiment il y a conflit, je ne pense pas que la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis vont laisser faire, puisque la mer, en tout cas, cet espace naval a des enjeux très importants. Maintenant, si vous me parlez d'un débarquement par voie aérienne, c'est toute une autre question, parce qu'on sait que s'ils vont débarquer du côté des côtes montagneuses, ça va être très compliqué. Donc, oui, la Chine aussi essaie de bomber le torse avec les exercices de ces missiles baltiques, mais je pense que c'est plus pour faire diversion parce que concrètement, la Chine aujourd'hui n'a pas les armes pour
attaquer Taïwan. Exactement. Ça aurait pu se faire sous Oui. Mao ou encore plus sous Deng Xiaoping ou encore Je rappelle, sous d'accord. d'autres présidents qui étaient beaucoup plus durs en matière de relations avec Taïwan. Donc, je pense que c'est plus pour dissuader l'opinion. Je réitère que c'est exactement ce qu'on disait aussi pour l'Ukraine. Mais Exactement. Mais si Oui. la Chine avait la possibilité Oui. de bombarder l'avion de Nancy Pelosi, elle ne l'a pas fait. Mais Non, ça posez-vous des serait un questions. casus belli contre les États-Unis. Oui, casus Il ne belli, pourrait pas le faire. mais Il pourrait pas le faire. moi j'ai lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Chine qui a clairement dit si ça se faisait ce vol, eh bien ils seraient face à des représailles. Oui, les représailles, c'est la Chine, l'armée Mais ça, finalement, c'est populaire resté de la que des Chine mots. dans les eaux territoriales de Taïwan et ainsi de suite. Bon, voilà. Est-ce que vous voyez un remake de la Russie et de l'Ukraine? Alors, définitivement, nous basculerions dans la Troisième Guerre mondiale parce que la confrontation serait directe entre quasiment deux puissances de premier rang. L'Ukraine, c'est vrai, est victime de l'hypocrisie des Européens qui se sentent à portée de canon de la Russie. De l'autre côté, bon, les États-Unis aussi peuvent estimer que c'est trop loin pour eux, mais vu la concurrence commerciale, vu la guerre commerciale qui oppose déjà les deux pays, ça peut être l'escalade qui emporte tout le monde. Mais je crois qu'on est dans l'ordre de la gesticulation. Ce n'est pas la première fois. La Chine a souvent annoncé des manœuvres grandioses. À chaque saison, c'est ces manœuvres et puis le répondant de l'autre côté pour démontrer aux alliés qu'on ne les abandonne pas face à la toute-puissance chinoise. C'est déjà vu. Oui, voilà, du côté des Américains qui se doivent également de fidéliser, de rassurer leurs alliés dans le Pacifique. Vous savez, effectivement, ce que vous dites a un plein sens. La différence cette fois-ci, c'est que vous avez une Chine qui a bel et bien averti les États-Unis. Et c'est vrai, les grandes puissances se sont entendues pour maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Mais une fois que le prix à payer pour le maintien de cette paix, c'est qu'on se respecte entre nous grands et qu'il y ait des actes qu'on ne pose pas. Lorsque vous voyez ce qui vient d'être fait, avec tout ce que la Chine a dit, vous vous rendez compte que c'est une insulte et que, connaissant la Chine, elle doit trouver des moyens pour répondre. Et nous allons prier pour que cette réponse n'aille pas jusqu'à ce niveau-là et cela va dépendre du comportement du gouvernement américain. Est-ce que le gouvernement américain va suffisamment avoir la clairvoyance nécessaire pour du moins anticiper et ne pas permettre à ce que la Chine et elle se retrouvent dans une sphère d'affrontement ouvert. Sinon, on va y assister. Parce qu'à cause de la mentalité, à cause de la façon de voir. Et même la Chine étant par ailleurs quasi alliée à la Russie, quel est l'intérêt des Américains de se disperser sur deux fronts? Exactement. C'est ce qui est étonnant dans ce comportement des États-Unis. Voilà, la question reste posée. Peut-être qu'on assistera à un remake de Russie-Ukraine, on ne sait pas. Non, ça n'aura pas lieu, rassurez-vous. En plus, ce qu'on n'a pas souligné aussi, c'est l'aspect lié à la valeur de Taïwan en tant que premier dans la construction des nanos. Vous savez, ces puces-là, exactement, ces puces-là. Et aujourd'hui, la Chine ne peut pas se permettre le risque de détruire Taïwan. Vous savez, ce que vous dites, c'est une raison de plus. On a écouté l'ambassadeur de Chine, je pense bien en France, qui faisait comprendre que c'est une défiance que les États-Unis viennent de faire et que c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui on a un gouvernement démocratique, du moins pro-démocratique à Taïwan, et que s'ils laissent cela continuer, ils vont arriver à un moment où ceux qui sont à Taïwan et qui se réclament de la Chine populaire n'auront plus droit à la parole. C'est justement, je dis que les Chinois aussi, sur cet aspect, ont la mémoire un tout petit peu courte, parce qu'en 1971, c'était Taïwan qui était représenté dans les instances. La Chine les a dégagés. On se rappelle de cet épisode. Donc, aujourd'hui, si l'histoire se répète sous une autre forme, je pense qu'ils doivent quand même avoir... Bon, l'histoire ne se répète pas parce que Taïwan est dégagé, comme vous le dites. Aujourd'hui, Taïwan a des alliés qui sont peut-être prêts à les soutenir, ce que la Chine ne veut surtout pas. À part les États-Unis, pas grand monde. Vous avez plus de 180 pays qui ne reconnaissent pas Taïwan. Il n'y a que 14 États qui reconnaissent Taïwan aujourd'hui. Donc vous comprenez que... Parmi ces 14 États, bon, les Américains restent les seuls capables
de venir à leur secours. La question de la démocratie pour Taïwan n'est pas du tout négociable. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je pense. On est toujours parti sur la base de 2 États, 2 différents régimes. Voilà, on va autant continuer à avoir la paix dans le monde. On verra bien ce que ça va donner. Tant que cela lui serait utile, la Chine continentale, enfin la Chine communiste, laisserait à survivre. Comme Hong Kong, par Oui, comme Hong Kong. C'est un autre modèle économique comme Macao. politique. Voilà. Et il n'est pas question de 2 États, c'est un rectificatif qu'il faut apporter. Même les États-Unis... C'est un État de régime. Exactement. C'est vrai, c'est exactement ce que politiquement ce qui est dit. Pour Hong Kong, c'est un État, 2 régimes, 2 systèmes politiques, 2 systèmes économiques. Donc on verra bien pour Taïwan, on ne va pas faire de la politique fiction, on verra bien ce que ça va donner dans quelques jours. Voilà, merci beaucoup Joël Ataï-Gadagbe. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Morgana Soubametonji, consultant analyste géopolitique, Amsat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. À très vite pour d'autres décryptages de l'actualité internationale.